Bonjour et bienvenue, c'est Hakim. Aujourd'hui, je vais vous parler des symbolismes phonétiques et pour cela, on va vous donner des définitions, ensuite l'histoire, ensuite les types d'expériences sur le symbolisme phonétique. La première définition que j'ai trouvée sur le symbolisme du langage, c'est celle de Edward Sapir, le linguiste américain que vous voyez ici. Elle est l'originale, c'est en anglais, donc je vais essayer de traduire. Ça donne que pour lui, c'est les combinaisons significatives de voyelles et de consonnes qui tirent leur signification fonctionnelle des associations arbitraires entre eux et leur signification établie par diverses sociétés à travers leur développement. La définition que j'ai résumée sur le symbolisme phonétique, c'est bien simplement la notion qui consiste à croire que les phonèmes peuvent transmettre leur propre sens indépendamment de leur configuration au mot. En d'autres termes, c'est la relation non arbitraire entre le son et le sens. Ensuite, l'histoire du symbolisme, ça commence vers 400 ans avant Jésus-Christ. C'est là où commencent les débats sur le symbolisme. Dans le dialogue de Platon, Crétalus, Platon en 1892, c'est Hermogène qui demande à Socrate si le sens d'un mot est simplement arbitraire ou si la relation entre le sens d'un mot et sa signification est bien significative. Donc Socrate fait valoir que bien que la relation entre le son et le sens de certains mots puisse en effet être arbitraire, pour lui, les bons mots sont ceux dans lesquels leur son correspondent à leur signification. Donc Hermogène pense que le son d'un mot n'a pas de relation avec sa signification et Socrate fait une différence. Après, c'est dans les travaux de Saussure en 1916. Saussure, il plaide pour la relation arbitraire entre le son et le sens. Ensuite, Jespersen en 1929, lui, il plaide pour une relation significative entre le son et le sens. Ensuite, les types d'expériences qu'on a trouvées sur le symbolisme phonétique, la première, c'est celle menée par Sapir, où les sujets attribuent du sens à des mots sans signification. Le deuxième type, c'est celui du SNADS en 1924, qui avait étudié le processus de dénomination en présentant à des sujets des figures visuelles dépourvues de sens et des mots sans signification. Après, les sujets sont amenés à attribuer des noms aux figures visuelles qu'il leur a présentées. Le troisième, c'est celle où les sujets sont appelés à appareiller du sens aux figures visuelles. Là, on commence donc par l'expérience d'Edward Sapir. Donc, sa méthode consistait à présenter deux mots inconnus, par exemple mille et mal, auxquels un sens, par exemple table, a été arbitrairement attaché. Donc, il utilise 60 paires de mots dépourvus de sens où il y a toujours un contraste vocalique IA. Donc ces mots ensuite sont présentés comme désignant dans une langue inconnue un objet, l'exemple de table. Il demande ensuite au sujet de désigner laquelle est la grande ou la petite table. Il a donc obtenu ces résultats que vous voyez. Donc ces sujets ont indiqué que mal symbolisait une table plus grande ou plus petite par rapport au mot 1000. Donc il avait aussi conduit une autre expérience pour éviter la persistance des réponses systématiques dues au même contraste vocalique dans la liste des 60 paires qui étaient A et I. Donc il a pris 100 paires de mots sans signification, mais cette fois-ci avec deux types de contrastes dans la même paire consonantique et vocalique. Les résultats ont montré qu'il y avait une tendance pour les voyelles proches de l'extrémité A de l'échelle vocalique
elles impliquent donc la grandeur. Et pour celles proches de l'extrémité I, elles impliquent la petitesse. Il conclut que certains sons vocaux et consonantiques ont une signification symbolique définissant un rapport avec la valeur associative et linguistique communément attachée au mot. Donc, le deuxième type d'expérience est celui du Snadz en 1924 et il a présenté à ses sujets un nombre de figures visuelles sans signification en même temps que des mots dépourvus de sens. Donc, les sujets sont amenés à attribuer à chaque dessin le nom qui leur convient le mieux en choisissant parmi une liste. Puis les sujets sont appelés à répondre à une interview dans laquelle ils justifient leur choix. Donc c'est à partir de ces données collectées que Kuznets interprète les associations faites par ces sujets pour faire une conclusion. Donc après, c'est les travaux de Peter Falvey, qui est un professeur à Paris 13 dans un groupe scolaire. Et en 1964, il a mené trois différentes expériences. Donc il a pris deux figures différentes utilisées par Kohler en 1929, des figures angulaires et arrondies dépourvues de sens, et aussi deux paires de dissyllabes sans signification, Tissi Boumou et Bimi Toussou. Donc l'expérience consistait à appareiller en même temps Tissi et Boumou aux figures. Ensuite, les mêmes figures seront appareillées à l'autre paire de dissyllabes, donc Bimi et Toussou. Les résultats obtenus après l'expérience, donc il conclut que le phénomène apparu en situation 1 n'est pas dû seulement à la présence des voyelles, et dans la situation 2, tout se passe comme si l'effet des consonnes avait neutralisé celui des voyelles. Donc il dit que l'appareillement se fait au hasard car les mots contiennent à la fois des sons symboliquement angulaires et des sons symboliquement arrondis. Voilà. Les conclusions, donc le symbolisme d'une suite de phonèmes provient pour une part égale de ces consonnes et de ces voyelles, bien que ce soit le rôle des voyelles qui semble le mieux établi et le plus constant. Celui-là, c'est Peter Falvey qui conclut. Donc il dit que chaque langue permettrait de symboliser un certain nombre de phénomènes extralinguistiques indépendamment du groupement habituel en unités signifiantes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous remercie et à bientôt.